Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos de philosophie réaliste à l'usage des classes de terminale. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, bien sûr, mais juste, elles visent à donner des idées afin que chacun puisse établir à partir de ses propres analyses sa dissertation. Et le thème d'aujourd'hui est en philosophie politique. Peut-on juger objectivement de la valeur d'une culture? Cette question a suscité un débat très polémique en Europe occidentale et en particulier en France dans les années 2011, à cause de la parole d'un homme politique qui disait qu'il estimait que la culture occidentale tout de même était supérieure aux autres cultures. Le débat avait pris une tournure étonnante qu'il faudra analyser dans une première partie, parce qu'il est important, quand on se pose ce genre de questions, de se demander d'où on répond. On répond de l'Occident. Et donc, la pensée était devenue passionnelle et les arguments étaient très bas, à savoir qu'un camp qui disait que cette question même, le fait de se la poser, était raciste, traitait la pensée de l'autre de nauséabonde, de raciste, si bien que le débat avait tourné court. Évidemment, il n'est pas question d'entrer dans ce genre de polémique passionnelle, mais juste en philosophie réaliste, d'analyser sa cause, la cause de cette passion, et deuxièmement, de répondre indépendamment de la passion, en cherchant la vérité, s'il y en a une, s'il y a une réponse. Et c'est pourquoi, dans une deuxième partie, après avoir établi, je dirais, l'origine de ce climat passionnel, eh bien, nous nous efforcerons de répondre à cette question qui est très complexe, parce qu'en fait, une culture, c'est pas n'importe quoi. C'est la somme de centaines de choses diverses, une histoire commune, une langue. Et puis, une culture, elle se juge à tel instant particulier. Peut-on dire par exemple que la culture occidentale, si on en juge en 1940, est la même que celle de maintenant, en 2015 ? L'histoire a avancé, des faits historiques se sont produits, ce qui fait que les valeurs qui sont mises en avant dans la culture occidentale actuellement ont souvent rien à voir avec celles qui étaient mises en valeur il y a 80 ans. C'est un autre monde, comme si l'ancien monde était mort. Résultat, pour répondre à cette question, il faudra analyser et ranger. Le propre de philosophe est de mettre de l'ordre. Sur quoi juge-t-on une culture? Quels sont les critères premiers? Est-ce que c'est par exemple l'efficacité, la productivité? Ou est-ce que ce serait la sagesse, la réponse que l'homme donne à ce qu'il fait sur Terre? Selon qu'on décide que c'est l'un ou l'autre, on jugera de la culture tout à fait différemment. Eh bien, le propre de philosophe sera de mettre une hiérarchie, de se prononcer, et à chacun, je dirais, de débattre dans son propre intelligence pour savoir s'il adhère à cette hiérarchie. Et donc, dans cette première partie, il faut analyser d'où je parle. D'où je parle. C'est essentiel par rapport à ce sujet-là. Je parle donc de l'Europe occidentale. Et l'Europe occidentale, elle a une histoire particulière par rapport à cette question. Une histoire qui commence, on peut le dire, après la Révolution française et la Révolution industrielle, les deux arrivant pratiquement ensemble. Entre-temps, Napoléon a conquis pratiquement toute l'Europe et a apporté des valeurs qu'il considère comme universelles au reste de l'Europe, à savoir la liberté de penser, la tolérance, les droits de l'homme. Il les a apportés au fil de l'épée. Et puis voilà que la révolution industrielle aidant, l'Europe se retrouve à la tête d'un arsenal militaire qui lui donne le pouvoir, si elle le veut, sur le monde entier. Eh bien, forte de ces valeurs, de la certitude qu'elles sont les plus civilisatrices au monde et qu'elles sont universelles, l'Europe va apporter ces valeurs au reste du monde, tout en pensant à s'enrichir par l'épée. Et l'Europe va conquérir le monde. On peut dire que les pays européens, chacun se sentant dans son précaré le meilleur, le plus cultivé, et pouvant se référer effectivement à une histoire brillante,
va conquérir sa part de marché dans les nations qui n'ont pas cette puissance militaire. Évidemment, à cette époque-là, la réponse à la question, c'est que la culture européenne est la plus brillante, la plus forte, la plus intelligente, la plus sage du monde entier. Le problème, c'est que cette certitude d'être le meilleur va d'abord se buter à un petit peuple présent en Europe et qui s'obstine à être différent de la culture ambiante. C'est le peuple juif, il est dispersé, il est brillant dans son intelligence, il est souvent en tête de cette pensée-là, mais il est différent. Si bien que, lorsqu'on est fier de soi, très souvent, le critère de la présence de l'orgueil est dans la volonté de persécuter ou de détester celui qui est différent chez soi. Et ça va se terminer par ce qui est une conséquence aussi de l'orgueil, à savoir la Première Guerre mondiale d'abord, qui est simplement la lutte des pays fiers et sûrs de leurs droits, qui se prennent à la gorge pour imposer qu'ils sont les plus puissants et les plus intelligents à l'autre pays rival du même continent européen. La technologie, brillamment inventée au XIXe siècle, va être source d'un traumatisme profond en Europe. Mais évidemment, il y en a un qui gagne, un camp, et un autre camp qui perd. L'autre camp qui perd, se considérant comme trahi, se considérant comme de toute façon le meilleur au niveau de sa culture, va se mettre en colère et va donc établir une nouvelle guerre, mais cette fois non plus fondée sur la dignité de la nation, mais carrément sur la grandeur et la supériorité de la race. Et il va s'avérer que tous les peuples qui ne sont pas de cette race, par quelques ancêtres au moins, vont être éliminés physiquement, à commencer par le fameux peuple juif, jusque dans ses enfants pauvres au fin fond de l'Ukraine, là où il est paysan. Ce sera un crime réalisé intelligemment avec une industrie de la mort. Donc, comme savent le faire les Européens à cette époque-là. Et de cette guerre, l'Europe sortira profondément traumatisée. De la certitude que sa culture était la meilleure, elle sera obligée de constater qu'un crime ultime, jamais fait par ailleurs. Si, il y a eu des crimes comme ça, des génocides, mais organisés avec intelligence et précision, eh bien, n'a pas existé ailleurs. Les communistes feront pareil, mais eux, ils gagneront la bataille des idées en ce sens que il n'y aura pas, justement, des cinéastes cultivés, et en particulier des juifs, pour mettre en avant, de la même façon que le génocide sur les juifs à Auschwitz, le génocide de classe des communistes. C'est donc de là que vient l'Europe. C'est son histoire douloureuse sur 2 siècles. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Quand on va trop loin, dans un excès d'orgueil, de fierté, il est certain qu'à un moment donné, parce que la conscience humaine est comme cela, se lèvera une génération qui, bouleversée, traumatisée par cela, prendra passionnellement l'extrême inverse. C'est la génération née en 1945, une génération qui actuellement est âgée d'environ 70 ans, et qui va mettre en avant les crimes de l'Europe à tel point, dans un tel repentir, dans une telle culpabilité, qu'elle en est presque arrivée, à un moment donné, à ne plus vouloir exister comme civilisation. C'est dans ce climat, un climat donc post-mai 68, qui prend ces valeurs-là, que va apparaître cette question, une question profondément provocante. Pour la génération qui avait fondé sa façon de voir le monde à travers ce traumatisme. Eh bien, quand on met du sel ou de l'acide sur une plaie ouverte, une plaie psychanalytique, une plaie liée à l'enfance, eh bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que la réaction soit intelligente. C'est une réaction douloureuse, une réaction passionnelle, d'où l'impossibilité de débattre. On peut même dire que cette génération traumatisée se comprend par le traumatisme. Que si on veut comprendre tous les sujets interdits, l'impossibilité d'aborder des choses sauf à catégoriser l'autre avec les fameuses odeurs nauséabondes, eh bien, il faut se référer à cette légitime réaction suite aux 2 guerres mondiales. La conséquence, c'est que l'idée même de poser cette question devient raciste. Et qui dit raciste
fait référence évidemment à tout ce passé de l'Allemagne, de la France collaboratrice, des pays européens qui parfois ont collaboré, etc. Ce côté-là étant exclusivement regardé. Alors, est-ce que ça suffit pour faire de la philosophie? Bien sûr que non. La philosophie n'est pas psychanalytique, n'est pas une réaction passionnelle à un passé. La philosophie, c'est l'intelligence qui s'efforce de regarder la réalité, et donc qui doit se mettre au-dessus du débat, ou plutôt de ce débat passionnel, pour n'avoir comme maître qu'une seule chose, le réel. Alors évidemment, ce que je vais dire après, cette recherche de vérité, sera reçu sur ces plaies à vif. Eh bien, peu importe. Si les personnes sont capables de regarder leurs propres plaies légitimes, alors elles passeront de ce cœur blessé à cette intelligence qui réfléchit. Et s'il y a des choses qui ne leur paraissent pas justes, eh bien, elles seront analysées par l'intelligence, sans passion. C'est cela, être philosophe. Alors, pour comprendre maintenant si on peut juger objectivement de la valeur d'une culture, il faut d'abord définir ce qui constitue une culture. Je pense qu'une culture, c'est quelque chose de très large au point de vue des critères. Et c'est finalement ce qui va définir une civilisation. Une culture ne peut pas se réduire aux beaux-arts. C'est bien plus large que cela. Même si les beaux-arts ont une place importante, ne serait-ce qu'à titre de signal. En effet, les beaux-arts sont l'expression des prophètes que sont les artistes. Les grands artistes sont souvent des hommes très sensibles au climat de leur époque. Et c'est vrai, si on considère l'art, par exemple, de la Renaissance, avec le retour de l'art grec, les nus et tout cela, eh bien on peut juger de l'époque en partie, à savoir une époque qui veut penser par elle-même, se séparer de l'art entièrement chrétien qui était celui du Moyen-Âge. Seulement, ça ne dit pas tout. Il y a aussi, à la même période, des hommes complets qui composent cette période. Et les hommes, ils aiment aussi l'argent et l'or. Et donc c'est l'époque des conquistadors. Ça doit être considéré dans la culture. De même, si on regarde par exemple l'art contemporain, eh bien c'est un art qui veut s'abstraire de tout. S'abstraire d'abord de la signification. Et ensuite, quelquefois, aller jusqu'à s'abstraire de toute forme de représentation. Si bien que, quand on pose une question à un artiste, qu'avez-vous voulu représenter, il dit « mais ce n'est pas une question qui se pose. Je suis simplement dans l'expression. » Eh bien, c'est quelque chose de prophétique. Je parlais tout à l'heure de cette culture occidentale qui parfois, à cause du traumatisme du passé, ne veut même plus exister, voudrait sortir de l'histoire, voudrait disparaître, tellement elle se frappe la poitrine de ce passé qu'elle se reproche. Donc les beaux-arts sont à considérer à chaque époque pour juger de la valeur d'une culture. Pour bien montrer, je dirais, la très grande largeur des critères qui vont façonner une culture, je voudrais donner d'autres exemples. Et je ne serai pas, je dirais, exclusif. Ça veut dire que finalement tout fait partie de la culture. Parce que la culture, finalement, n'est que ce qui ressort d'une communauté d'hommes qui ont vécu ensemble et qui ont progressé. Donc je voudrais citer par exemple les sciences. Est-ce que les sciences font partie de la culture? Bien sûr que oui. Je parle des sciences modernes et parce qu'elles sont efficaces, qu'elles permettent de connaître la matière. Chose très développée en Europe occidentale. Elles aboutissent à des techniques, des technologies qui changent profondément la culture, qui ont une part, une valeur. Reste à savoir si on met pour définir la culture en premier lieu les beaux-arts ou les techniques. Eh bien, je ne vais pas trancher cette question tout de suite. D'abord, il faut établir les autres critères principaux qu'on pourrait citer pour établir une culture. Il y a par exemple la morale publique, la morale des gens en général. On sait qu'on ne peut pas définir une morale comme ça, comme si tout le monde la suivait. Par exemple, si on pense à l'Égypte antique, eh bien, la morale publique, c'est plutôt la monogamie, mais elle n'est pas partout appliquée. Les pharaons se marient souvent avec leurs sœurs, histoire d'imiter la divinité, donc l'amour d'Isis et d'Osiris, et quelquefois ils ont plusieurs femmes. Mais parfois il y a de la monogamie, et
Les autres peuples aux alentours, parfois, traitent la femme presque au niveau du bétail. Eh bien, cette morale publique, elle a un rôle important dans la culture. Il en est de même pour le système politique. Il est évident qu'on jugera différemment d'une tyrannie, où le roi est le dieu de son peuple, et où tous les biens convergent vers lui pour son propre plaisir, sa propre richesse, d'une démocratie, comme par exemple ça s'est passé en Grèce, dans les cités d'Athènes, où le bien commun est géré par la communauté tout entière. De même, l'existence d'une philosophie, le fait que les gens cherchent à connaître ce qu'il y a autour d'eux, pas seulement par les sciences, mais par leurs réflexions, comme c'est né en Grèce, à l'époque, je dirais, de Socrate. C'est quelque chose qui est important à considérer dans la culture. Et puis enfin, dernier critère, parfois le premier, celui qui est apparu en premier dans les anciennes civilisations, la sagesse, c'est-à-dire la réponse que l'homme apporte à ce qu'il fait sur Terre. Ce qu'on pourrait appeler la religion ou l'absence de religion. Eh bien, il faut juger aussi de cela. Il est certain qu'une religion qui dirait que pour obtenir la vie éternelle, la plus grande des choses, c'est de faire la guerre et de tuer ses ennemis, comme ce fut le cas par exemple des religions germaniques dans l'époque païenne. C'était quelque chose de différent d'une religion qui dirait que le but de la vie, c'est d'être paisible, de calmer ses désirs afin de ne jamais se réincarner et de se fondre dans le grand tout. Cette pensée-là, c'est celle du bouddhisme. Ça donnera évidemment une culture et une civilisation très différentes. Donc, on le voit. Après avoir cité ces critères, reste à savoir lequel est premier. Et c'est là qu'on entre dans le débat. Est-ce qu'on peut juger d'une culture objectivement ? Mais d'abord, je dirais qu'on peut en juger subjectivement. Prenons d'abord l'avis d'Aristote. Aristote dit que ce qui fait la richesse d'une culture, ce qui fait le bonheur des citoyens d'une cité, c'est principalement l'existence d'une morale, une morale finalisée par un bien supérieur qui est l'ami. Parce qu'il n'y a pas plus grand comme réalité sur Terre que la personne de l'autre et donc l'amitié. Mais que ça ne suffit pas, qu'il faut aussi avoir une sagesse qui répond à la question de la présence de l'homme sur Terre. L'homme honnête ne peut pas être heureux par simplement une éthique, il lui faut aussi un sens profond à sa vie, parce qu'il est fondamentalement un être religieux. Si on juge d'une culture par ces deux critères posés par Aristote, eh bien on va obtenir quelque chose de tout à fait différent de ce que pensait et vivait son disciple le plus connu, à savoir Alexandre le Grand. Je pense que si on avait demandé à Alexandre le Grand quel est le critère premier qui peut juger d'une culture, il aurait dit « c'est la puissance des armes qui impose la culture, et c'est aussi la richesse, la capacité d'un pays à dominer et à diriger les autres pays. » On peut dire que Alexandre le Grand, il amène la culture de son maître Aristote, mais il l'amène un peu comme l'Occident à l'époque des colonies, par la puissance de sa technique militaire, qui lui fait battre des empires et conquérir le monde. Cependant, il n'a pas la même pensée qu'Aristote. Ses généraux le lui reprocheront lorsqu'ils le verront se fondre dans les peuples qu'il a conquis, en particulier l'Empire perse, prendre des femmes parmi les femmes de ce peuple, se comporter en monarque de ces pays. Il manifeste donc une certaine tolérance et ouverture, mais en même temps, pour bien marquer son pouvoir, il détruit radicalement la capitale qu'il a conquise et qui a résisté à un moment donné. Ainsi, par la puissance de ses armes, il établit la supériorité de la Grèce. Alors arrivé ici de cette recherche, on pourrait se dire, mais il n'y a pas d'ordre objectif pour donner la valeur d'une culture. Ça dépend du choix de chacun, de la valeur qu'il met en premier. Alors, je vais montrer à quel point, dans un premier temps, ce jugement peut paraître valide. Si on juge de la valeur d'une culture par les beaux-arts, donc le premier critère que j'ai établi, y a-t-il quelque part une culture supérieure ? Je dirais que là, ça va être très difficile de se prononcer, mais qu'il faut, pour répondre, faire une philosophie de la beauté.
La beauté, elle est principalement subjective. C'est la rencontre entre un objet splendide, mais objectivement splendide, ça n'existe pas. C'est plutôt la connaissance d'un sujet qui, rencontrant quelque chose qui vibre avec lui dans une relation, eh bien, provoque dans l'intelligence de celui qui connaît cette impression de beauté, de splendeur de la forme. Il y a donc quelque chose de profondément subjectif. Résultat, si un homme a été élevé toute sa jeunesse avec l'amour de sa mère, dans le son des tam-tams, un tambour, plusieurs notes mais un seul instrument de musique, ce sera pour lui la beauté. Si un homme a été élevé dans sa jeunesse au son de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, de la musique baroque occidentale, il considérera les tam-tams comme étant un art primitif, secondaire, sans beauté. Il les écoutera même pas, si ce n'est à titre culturel, pour voir ce que faisaient les ancêtres, avant que les progrès de l'art n'arrivent. Comment juger? Quel est l'art supérieur? Je dirais impossible selon les critères subjectifs, mais tout de même, on peut considérer quelque chose. Partout où la musique, je dirais, composée selon la gamme de Jean-Sébastien Bach, le clavier bien tempéré, est arrivée avec ses harmonies d'ordre mathématique qui font vibrer, donc des tierces par exemple, partout où elle est arrivée, les peuples les plus, je dirais, premiers ont été touchés par cet art. On se souvient de ce qui s'est passé dans les réductions lorsque les jésuites en Amérique du Sud, dans leur mission, apportaient l'art baroque. Et les gens se mettaient à chanter et à jouer des instruments, y compris du violon, tellement ils étaient fascinés par cette beauté. La musique a donc été un instrument pour eux d'évangélisation. Actuellement, on voit que cette musique occidentale se répand jusqu'en Chine, où les prodiges de la musique la jouent. Le fait qu'il y ait des critères de gamme qui sont d'ordre mathématique semble indiquer qu'il y a une vibration en rapport avec la sensibilité humaine dans ce qu'elle est à la base. Il en est de même pour le rythme, et le rythme, lui, justement, les tam-tams, ils l'ont dans la peau. Résultat, on ne peut pas aller plus loin. On peut dire simplement qu'il y a un art plus élaboré, un art moins élaboré, mais que la beauté est subjective. Et donc que toute forme de beauté doit être connue, respectée. Deuxièmement, si on juge de la culture à travers les sciences et les techniques, alors là c'est tout à fait différent. Là il y a une objectivisation. Et personne ne peut nier que, disons depuis la Renaissance, du côté des sciences et des techniques, c'est l'Occident qui invente tout. Que le basculement, c'est l'invention de la méthode expérimentale avec les expérimentations, donc davantage que la philosophie réaliste qui se fondait jusqu'ici sur l'expérience avec les 5 sens. Non, des instruments sont inventés, s'ajoutent, et on confronte ce que donne cette nouvelle approche du réel avec un sens critique. Peut-on dire en toute objectivité, je dirais au XXe siècle, au XXIe siècle, que du point de vue des sciences positives, donc physique, chimie, etc., et des techniques, l'Occident a une civilisation supérieure? Bien sûr que oui, personne ne peut le nier. L'arrivée de la médecine, par exemple, dans les pays soumis à toutes sortes d'épidémies, de la médecine occidentale, et non plus de la médecine chamanique et magique, a tout changé. C'est factuel. La mort a cessé de frapper et de faucher des générations entières. Alors certains diront, mais tout de même, il y a eu les guerres mondiales, la technique occidentale, elle a servi à massacrer. C'est un autre critère qu'on va voir après. Mais du point de vue simplement des sciences et des techniques, sans se baser maintenant sur ce que fait l'Occident de cet instrument magique qui est apporté par sa science, eh bien, on ne peut pas nier la supériorité absolue de l'Occident. Je dirais même que pour le moment, en 2015, l'Occident reste supérieur largement. La Chine progresse, mais étant dans un pays, dans un système politique non libre, eh bien, la capacité d'imaginer, d'inventer, la capacité d'initiative n'est pas libérée, comme dans les systèmes occidentaux, qui sont des démocraties et qui laissent la libre initiative. Et justement, système suivant, le système politique. Il est vrai que l'Occident, partout,
c'est dit et c'est revendiqué que la démocratie serait le meilleur système politique. L'Occident y croit tellement que par la guerre, en 1945, il a réussi à imposer à des tyrannies qui attaquaient tous leurs voisins des démocraties. Et ça a réussi en Allemagne et au Japon. Fondé sur cette certitude que ces valeurs démocratiques étaient supérieures en soi, c'était des valeurs qui s'imposeraient à l'homme peu à peu. Eh bien, dans les années 2000, l'Amérique a voulu recommencer et imposer, par la même technique, par la force, à des pays soumis à des tyrans, la démocratie. C'est ce qui a été tenté en Irak. Et ça a été une catastrophe. En fait, démocratie, des forces sauvages, antagonistes, se sont mis à se battre entre elles. Et est arrivée l'anarchie de combats perpétuels d'une population massacrée par des bombes dans les marchés, etc. Alors, peut-on continuer à dire que la démocratie est le meilleur système politique, universellement? Voilà ce que répondrait Aristote, qui était détaché des passions, de ces passions-là. Il a vécu tellement avant. Il disait, en fait, en premier, le système politique doit être adapté au peuple qu'il vise. Et que là où un peuple est enfantin et où il est divisé par des convoitises venant d'individus, la démocratie ne marchera pas. Elle sera souvent la libération des instincts et des séditions les pires. À ces peuples-là, il vaut mieux une royauté ferme, une royauté qui tienne les forces et qui sache punir ceux qui veulent la détruire. Le bien du peuple en sortira. Par contre, dans des peuples pacifiés, ayant une vieille culture, où le respect des lois, le respect d'autrui est premier, il est clair que la démocratie sera le système premier, mais pas n'importe quelle démocratie. Pour Aristote, la démocratie, ce n'est pas simplement le règne de la masse. C'est quelque chose qui est un mixte, qui prend aux trois systèmes politiques qui existent, qu'il avait repérés dans les constitutions grecques, leur avantage. Il faut un homme à la base, un homme qui puisse prendre des décisions. Parce que s'il y a juste un conseil, on pourra passer des heures à discuter sans jamais se mettre d'accord. Il faut donc un homme élu, et c'est quelque chose qui est pris à la royauté. Mais on ne prend pas l'inconvénient de la royauté, il n'est pas à vie. Il n'a donc pas la tentation de devenir un tyran, et s'il agit trop violemment, il peut y laisser sa propre vie. Donc, quelqu'un d'élu. Mais aussi, autour de lui, un conseil aristocratique, ça veut dire les meilleurs, les hommes vertueux, pas les hommes riches, les hommes vertueux, qui peuvent être élus aussi par le peuple comme leurs représentants. C'est le Sénat, par exemple. L'avantage de cet élément, c'est que le peuple a l'impression d'être représenté, et que d'autre part, il y a un conseil qui peut voter les lois, et qui vient au service de la décision finale prise par celui qui préside. L'inconvénient de cette aristocratie, c'est que chaque sénateur, en soi, est intelligent, mais le Sénat ensemble est bête, parce qu'il est pris par ses côtés partisans, il veut briller, il veut être réélu, donc ce n'est pas la panacée. Et enfin, il faut des éléments de pouvoir du peuple, parce que le pouvoir vient du peuple, donc la capacité de voter, d'élire ses représentants, afin qu'ils prennent des décisions efficaces. Pour Aristote, en soi, ce système-là est le meilleur, même s'il n'est pas parfait, parce qu'il a les avantages de tout ce qui existe. Cependant, attention, en soi, être le meilleur ne veut pas dire être le meilleur pour tel peuple. À partir de là, on doit pouvoir juger, est-ce que donc l'Europe occidentale a le meilleur système politique? En un sens, oui, parce que c'est exactement ce que Aristote prophétisait. Et c'est aussi une libération des énergies du peuple. Il n'y a pas de tyran pour dominer. Mais c'est parce que l'Occident a derrière lui 2000 ans d'histoire et de maturation. À l'époque de Clovis, une telle démocratie n'aurait pas fonctionné. Donc l'idée de l'imposer à d'autres peuples qui sont à un autre moment d'évolution de leur histoire est une aberration, un manque de philosophie réaliste, de philosophie politique. Alors parlons maintenant d'un autre élément qui forme d'une culture, une civilisation, c'est la morale publique. Je ne peux pas parler de tout, mais parlons des choses qui sont essentielles. On peut juger de la morale publique à la façon dont on se comporte avec ses enfants, avec ses parents,
et entre époux. En effet, c'est sur la famille, on voit bien, qui est fondée sur la biologie elle-même, donc qui donne la vie, qu'une société est fondée. Et donc, ce critère-là doit être regardé en premier. Regardons par exemple la façon dont, très souvent en Occident, les personnes âgées sont traitées. On peut dire que c'est révélateur de la morale publique. La génération qui est née après-guerre a eu comme critère véritablement important la lutte contre la pauvreté matérielle. C'est quelque chose d'essentiel, et ça se comprend avec ce qu'avait vécu l'Europe un peu avant. Résultat, devenue, je dirais, âgée, elle a élevé ses enfants dans cette perspective-là, la perspective d'être bien dans sa vie, en sécurité matériellement. Les enfants, très souvent, lui rendent ce qu'elle lui a appris. Ça veut dire que les personnes âgées peuvent hériter de maisons de retraite qui sont bien au niveau de l'hygiène, de la propreté, des soins médicaux. On y met parfois toute sa retraite. Mais, très souvent, c'est une marque très significative quand on va visiter ces maisons. Il n'y a pas de visite des enfants, ou très peu. Beaucoup de personnes sont abandonnées, et pourtant, ils ont élevé leurs enfants. Quand on compare à ce qui se passe en Afrique, on a là-bas absolument aucune espèce de soins de santé comme ça. L'hygiène est relative. Mais les personnes âgées ne sont jamais, ou pratiquement jamais, abandonnées. Elles sont prises dans la famille. Quelquefois, c'est pas facile, parce qu'elles ont leur propre autorité, leur propre manie. Lorsque des personnes immigrées arrivent d'Afrique, très souvent, elles prennent justement un métier auprès des personnes âgées, parce qu'elles se rendent compte que du côté de l'humanité, elles ont quelque chose à apporter, que ces personnes ne reçoivent plus. On pourrait faire les mêmes remarques du côté, par exemple, du mariage, de la façon dont on traite le conjoint. L'Occident de plus en plus se fonde sur l'individu qui est roi dans la recherche de son bonheur individuel, si bien qu'il a établi depuis 50 ans des formes de mariage nouvelles, des formes de mariage qui permettent de s'en libérer instantanément. Je pense au Pacs par exemple. Une simple lettre au notaire et le Pacs est réputé terminé. C'est un mariage qui réinstaure finalement la répudiation. La loi vient corriger en disant attention, s'il y a un enfant, il doit pouvoir y avoir, je dirais, la justice qui établit les devoirs par rapport à l'enfant. Le Pacs n'est qu'un symbole pris sous ce rapport-là, mais ce qui est significatif, c'est que la morale publique semble s'établir sur l'individu et non plus sur la recherche de la famille. Ça donne quoi? Eh bien, beaucoup de solitude, beaucoup de personnes âgées qui sont seules, mais elles ont connu beaucoup d'échecs dans leur couple. Dans d'autres pays, ce n'est pas la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants, qui compte, surtout quand elle est fragilisée. C'est la communauté tout entière qui entoure la famille. Si bien que lorsqu'il y a des drames conjugaux, eh bien la personne n'est pas simplement délaissée dans un confort matériel, un petit appartement qui lui appartient. Du coup, je crois que, du point de vue de la morale publique, on ne peut pas nier que l'Occident connaît une crise de valeurs terrible, et une crise qui se marque par le fait que beaucoup de gens trouvent dans d'autres cultures quelque chose de supérieur ici. Alors enfin, dernier critère que je voudrais analyser, et qui fait partie de la culture, c'est la sagesse. La sagesse, donc, la réponse aux questions que se pose l'homme depuis qu'il est conscient, à savoir d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais. Ces questions sont radicales. Il ne s'agit pas de répondre simplement je viens de mes parents, mais plutôt est-ce que je suis créé ou est-ce que je viens du hasard? Est-ce qu'il y a une vie après la mort et je retrouverai les miens? Ou est-ce que je suis juste quelque chose qui retourne au néant? Est-ce que j'ai une âme? Est-ce que je suis une âme avec un corps? Ou est-ce que je suis juste de la matière agencée par hasard? Sous ce rapport-là, l'Occident, depuis le XIXe siècle et les philosophes du soupçon, semblent s'être décidés à se passer d'une réponse religieuse, à savoir que pour elles, étant adultes, et c'est ce qu'annonce Auguste Comte, il faut se libérer de ces questions qui sont inutiles, secondaires, auxquelles la science a déjà répondu. Il est évident,
Pour lui, convient de la matière, simplement de la matière qui a donné par hasard cette forme de vie. Et donc, la seule question qui vaut le coup de se poser, c'est comment marche la matière pour s'en servir, le temps qu'on vit et avoir une vie plus ou moins heureuse. D'autres philosophes, comme Nietzsche par exemple, annoncent cette mort de la question religieuse et dit « l'homme va du coup se libérer, parce que rien ne pourra lui échapper, il va devenir artiste non seulement de son propre être, mais de l'univers. Parce qu'il est le seul qui peut posséder par son intelligence l'univers, il deviendra un surhomme. » On peut dire que, au niveau des intellectuels qui pensent comme ça froidement, et quelquefois les intellectuels sont accompagnés d'un pauvre homme qui cache le fond de son cœur, ça semble être quelque chose d'adulte. Et puis lorsqu'on analyse, lorsqu'on regarde en particulier les générations nouvelles, on se rend compte qu'une angoisse profonde en est sortie. Peut-être que la réponse est la vérité, qu'il n'y a rien, mais l'effet en est que l'homme devient errant. Il est comme sur une barque, perdu dans l'immense univers et qui n'a pas de direction. Et tout devient vain, si ce n'est être heureux en urgence, donc se donner du plaisir, tant qu'on est vivant. Et puis après nous le déluge, puisque va arriver le néant. C'est une telle souffrance du fond de l'âme de l'homme, que, à partir de l'Occident, on voit des gens aller faire des stages dans des sagesses qui datent parfois du paléolithique, comme l'animisme, le chamanisme, pour y trouver un sens. Et ils trouvent un sens qui guérit leur âme, qui donne une eau à boire, on pourrait dire cela, et qui soulage de l'angoisse d'une vie insensée. La grande misère occidentale, tant au plan éthique, donc des relations familiales, qu'au plan religieux, est d'ailleurs exploitée par des aigres-fins qui viennent parfois de pays africains et qui par Internet peuvent piller des personnes richissimes et tellement mal dans leur cœur qu'elles feraient tout et n'importe quoi pour trouver une goutte de l'eau, c'est-à-dire du sens de la vie qui reste encore présente dans ces pays-là. Alors voilà le tableau. Et maintenant, il reste à répondre à la question. Est-ce qu'on peut juger d'une culture avec objectivité? Eh bien, je dirais que de la même façon qu'on va juger de ce qu'est l'homme en philosophie, on peut juger d'une culture. Ce sont les mêmes critères. Ce qu'est l'homme fait sa culture. Et donc, reste à savoir comment on va répondre aux questions. Plusieurs morales existent. Dans une famille, quand on éduque ses enfants, peut-on leur dire que l'essentiel, ce qui va faire leur vie, c'est le pouvoir et c'est une carrière brillante qui leur donnera de l'argent? Est-ce que ça peut être la finalité qui les rendra heureux? Certains parents n'ont que ça en tête, ou du moins ils insistent tellement sur ces affaires-là, plaisir, argent, gloire, que leurs enfants sont élevés comme cela. Et puis, d'autres parents mettent à leurs enfants une valeur différente. Ça veut dire qu'il leur dit l'argent, la gloire, le plaisir, c'est important, mais ce sont des moyens, juste des moyens, que le cœur humain est plus grand que ces choses-là, et qu'il n'y a que deux finalités qui peuvent combler les désirs, l'absolu désir du cœur humain, qui s'exprime d'ailleurs très souvent dans l'art. L'homme ne peut se finaliser que par une autre personne, donc quelque chose de spirituel qu'il respecte, qui ne va pas dominer. Alors dans ce cas-là, l'argent n'est plus le but, mais c'est un moyen pour mieux réussir, par exemple, sa famille ou l'amitié qu'on vit. Mais ça ne suffit pas. Si la personne de l'autre, c'est une personne sacrée, et qu'on crée une amitié avec elle, alors, obligatoirement, l'homme doit se poser la question de ce qu'il fait sur Terre. Et donc ce sont les questions de la sagesse. En fait, dans le premier critère, on est utilitaire. Dans la seconde éducation, on met en premier les valeurs qu'on peut appeler les humanités, celles qui sont apprises dans les humanités, et qu'on voit en philosophie, par exemple en terminale. Si on posait la question à Alexandre le Grand, probablement dirait-il que c'est la première éducation qui est la bonne, devenir efficace pour conquérir le monde. Et si on posait la question à son maître, Aristote, il répondrait « Non, c'est l'éthique et c'est la sagesse qui peuvent seuls rendre heureux l'homme et fonder une civilisation, une culture qui va durer. »
Peut-on juger objectivement de qui a raison? Je pense que oui. Je pense que l'homme, s'il était un animal, un reptile par exemple, seul le plaisir, la gloire, le pouvoir comblerait son cœur. Mais si l'homme est véritablement plus que cela, qu'il possède en lui une vie spirituelle et que son intelligence est capable de dépasser l'instant présent pour se poser les questions ultimes, alors je dirais que ce qui fait la valeur de sa culture, c'est la façon dont il traite son prochain, c'est la façon dont il se pose la question de ce qu'il fait sur Terre, donc la sagesse qu'il se donne. Et en conséquence, l'art qui sort de là exprimera la réponse qu'il a donnée. Tout le travail des humanités, toute la recherche philosophique, tout l'art, toute la sagesse, toutes les religions ne visent qu'à prouver cela à la jeunesse, à savoir qu'elle ne peut pas se contenter des biens immédiats qui ne sauront pas combler son cœur dans la durée. Les biens immédiats font le même destin qu'Alexandre le Grand, à savoir qu'un jour, dans une colère, parce qu'il a trop bu, et pourtant il est comblé de gloire, il tue son ami d'enfance, qui lui a parlé, qui lui a dit ces 4 vérités. Et il ne se le pardonne pas. Et il meurt dans la misère d'une maladie à 33 ans. Il a brûlé sa vie par les 2 bouts, dans des biens qui ne pouvaient pas combler son cœur. Par contre, dans une civilisation qui met en avant d'abord la gloire, cette gloire militaire en particulier, il est considéré comme le plus grand des héros pratiquement de tous les temps, avec Napoléon, etc. Dans une civilisation qui fait ses humanités, on peut dire qu'à ce moment-là, quelle est la personne qui a le plus de place dans l'humanité? N'est-ce pas plutôt quelqu'un comme Socrate, qui donne sa vie parce que la vérité lui paraît plus importante que sa propre subsistance? Et puis, ne peut-on pas citer, à titre de philosophe, un petit charpentier de Bethléem qui disait un jour « À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» En conclusion, je dirais qu'on le voit, ce sujet est tellement vaste. Il englobe toutes les questions de la philosophie. Y a-t-il un bien objectif? Le bien est-il uniquement subjectif? Y a-t-il une beauté en soi, etc. Y a-t-il une vérité? Il englobe tellement tous les sujets qu'on ne saurait y répondre par une simple dissertation. Mais au-delà de ça, il y a une valeur, certainement, qui marque sans doute la supériorité objective d'une civilisation. C'est son humilité. Ça veut dire sa capacité à reconnaître la beauté dans les autres civilisations, la vérité présente dans les autres cultures, les semences de la vérité dans les autres religions. L'humilité, c'est quelque chose qui est le moins partagé sur Terre, le plus difficile à atteindre. C'est quelque chose de très différent de la simple tolérance. La tolérance qui consiste à dire que tout se vaut, qu'il n'y a pas de critères. Non, l'humilité met des critères s'il le faut. Elle ne s'oppose pas à la vérité. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'Occident est moins bon en sciences et en technique que l'Afrique. L'Occident est bien meilleur, évidemment. L'humilité, ça consiste à dire peut-être que l'Occident est meilleur sous ces critères-là, mais l'Afrique n'est-elle pas meilleure en ce qui concerne l'attention aux personnes et puis le sens de l'essentiel, la sagesse, qu'est-ce qu'on fait sur Terre?